Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Bluecast, un podcast créé avec des étudiants pour les étudiants. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler des tensions entre liberté d'expression et safe space dans les milieux universitaires. Jusqu'où peut-on aller dans la protection des sensibilités sans restreindre le débat? Nous allons nous interroger sur les questions d'équilibre entre inclusion, censure et dialogue démocratique. Je suis Eva et aujourd'hui, je suis accompagnée de Shana, vice-présidente du Cercle des étudiants libéraux de l'ULB, et de Julie, vice-présidente nationale de la Fédération des étudiants libéraux. Alors bonjour Shana, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement? Moi, je m'appelle Julie. Donc, comme Eva l'a dit, je suis vice-présidente de la Fédération des étudiants libéraux. J'ai 22 ans et je suis en master complémentaire à la VUB en gouvernance internationale et européenne. Et moi, je m'appelle Shana, j'ai 19 ans et je suis en troisième année de sciences politiques à l'ULB. Alors les filles, pour vous, qu'est-ce que la liberté d'expression dans un milieu estudiantin? Pour moi, la liberté d'expression dans un milieu estudiantin, c'est déjà, premièrement, le fait de pouvoir s'exprimer librement, d'avoir les idées qu'on veut. Après, ça dépend si on pousse dans l'extrême aussi, mais avoir les idées qu'on veut partager, etc., sans se faire censurer, sans se faire blâmer, insulter, etc. Pour moi, c'est pouvoir exprimer librement ses opinions, pouvoir dialoguer et surtout faire entendre sa voix sans devoir se soucier justement d'une potentielle censure. C'est pouvoir penser et exprimer ce qu'on a envie, quand on a envie, du moment évidemment que ça touche pas à l'extrême. Mais c'est aussi ne pas avoir peur de penser ce qu'on pense et de défendre ce qu'on défend. Comment décririez-vous l'ambiance générale dans les universités aujourd'hui en matière de débat et pourquoi? À mon sens, elle est assez polarisée et fermée à la diversité. C'est assez compliqué, en tout cas à l'ULB. Enfin, comme Shana, j'ai fait partie du CLULB pendant un certain temps et on a pu remarquer que c'était assez compliqué en tant que libéraux de faire entendre sa voix sans se faire fortement critiquer, voire censurer. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de forme de pensée unique qui essaie de s'installer à l'ULB. Il y a énormément de cercles, avec une prépondérance de gauche. Et donc pour nous, c'était assez difficile de se faire une place là-dedans. On a un peu l'impression d'être les mis de côté. Et c'est assez compliqué de faire valoir nos valeurs, de se faire entendre. Et on a l'impression qu'on n'est pas légitime d'être là et d'exister. Et c'est assez dommage. Moi, je vais rebondir là-dessus en disant que, en fait, comme l'a dit Julie, on est juste en fait les bêtes noires sur le campus. On est un peu le truc à éliminer, on va dire. Et en fait, l'université, en tout cas le campus de l'ULB, comme on est toutes les deux, enfin comme on a été toutes les deux à l'ULB, moi je trouve qu'elle a beaucoup changé. En fait, c'est plus un lieu de débat, d'échange, c'est un lieu d'instrumentalisation en fait, où on instrumentalise les différentes idées, où on censure en fait les idées qui divaguent et qui sont dissidentes en fait de la majorité. Et si on venait à juste exprimer ses idées, ses valeurs, etc., ce qu'on défend, on venait juste à être dénigré en fait pour juste ce qu'on dit et ce qu'on défend, alors qu'au final, on défend pas non plus des idées qui sont totalement aberrantes à mon sens. Donc l'université est censée être un lieu justement où on peut confronter ses idées même si elles sont contradictoires. Dans quelle mesure ce rôle vous paraît-il aujourd'hui fragilisé? Moi, j'aimerais dire en premier lieu qu'il n'y a pas vraiment de confrontation, même si on l'a essayé par le passé, justement, il y a quelques années, comme disait Shana, on a essayé à travers pas mal de conférences, de débats, de confronter nos idées avec celles d'idéologie plus à gauche, plus centriste. Mais maintenant, on se rend compte qu'on est face à des murs, en fait, qui ne veulent même plus dialoguer avec nous, qui veulent même plus confronter leurs idées aux nôtres, et ça devient assez compliqué, du coup, de créer cette diversité d'opinions qui est censée être installée sur les campus et encore plus à l'ULB, Université libre de Bruxelles, j'aimerais bien le rappeler quand même. Et je trouve ça assez dommage, le climat dans lequel l'ULB est actuellement. Oui, moi je suis totalement d'accord. Je pense que le rôle de l'université en tant que lieu de débat et d'échange, autre que lieu d'études, je le rappelle, qui est quand même la place centrale de l'université au départ, je trouve qu'il est quand même vraiment fragilisé au point où en fait les étudiants qui ont une idée dissidente ou même un tant soit peu différente de l'idée de la majorité, en fait ils finissent par se taire, ils ont juste peur et je trouve ça vraiment vraiment dommage. Et c'est là où le rôle de l'université d'être un lieu d'échange et de débat, en fait c'est juste là toute la place qu'elle doit avoir. Et aujourd'hui je trouve que elle n'est juste plus du tout. Et selon vous, qu'est-ce qui explique que certaines idées deviennent aujourd'hui indébattables, voire tabous? Mais en fait, à l'ULB, maintenant, on finit par juger les gens sur ce qu'ils sont et non pas ce qu'ils veulent défendre.
Il y a une phrase que j'aime bien dire, on va dire, c'est que on juge et on débat sur les idées des gens et pas sur leur personne. Enfin, je veux dire, on va pas débattre sur le fait que la personne appartient à un groupe ou un autre ou peu importe. On débat sur vraiment ce qu'elle a envie de véhiculer. On s'attaque aux idées des gens et non pas à leur personne. C'est super hostile en fait de s'attaquer à une personne parce que ça peut avoir un rapport avec juste ce qu'ils sont, j'en sais rien, moi, leur religion, leur couleur de peau, peu importe. Et aujourd'hui, malheureusement, ça arrive qu'on s'attaque à des gens pour leur religion. Ma première année à l'ULB, ça a été absolument un massacre, on va dire. C'est absolument horrible, en fait, de juste vouloir défendre des idées, pour moi, normales, et se faire juste lyncher parce qu'on défend des idées différentes. Donc moi, c'est juste l'hostilité des étudiants, en fait, qui fait qu'on finit par avoir peur de ce qu'on veut dire. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de désinformation en fait. Tout ce qui est les nouvelles lois, les nouveaux décrets, nos propositions justement de loi qui sortent par le gouvernement sont chaque fois repris par des cercles étudiants, par des institutions comme le COMAC, et pas chaque fois de la façon la plus véritable possible. C'est comme là récemment le Minerval, l'augmentation du Minerval, c'est un truc qui a été repris tellement de fois et qui est tellement mal expliqué et tellement mal redéfini. Enfin, les gens, pour moi, ne s'informent pas assez sur la réalité des Ça choses. instrumentalise. Ouais, c'est ça, c'est clairement l'instrumentalisation. C'est limite presque du populisme de dire, en fait, on va tous payer plus, donc faut tous combattre ça, combattre le gouvernement. Alors qu'au final, si on s'informe et qu'on lit vraiment ce qu'il en est, c'est pas exactement ça. Et je pense que c'est assez dommage. Il y a énormément de récupération sur énormément de sujets. Et il y a énormément de gens qui, du coup, ne s'informent pas en plus de ça et qui ont moins d'esprit critique. Alors que nous, on a de la chance de faire sciences politiques, d'avoir appris à développer un esprit critique, pardon. Mais c'est pas vraiment le cas de tout le monde. Et c'est ça que je trouve assez dommage. Il y a énormément de gens qui ne comprennent même pas les problématiques qu'ils défendent et qui, du coup, se ferment automatiquement à l'avis contraire sans même avoir cherché plus loin, à avoir fait des recherches par eux-mêmes, avoir lu la presse, avoir lu ce qu'il en est vraiment. Donc, c'est assez dommage, ouais. Par rapport à tout ça, est-ce que vous avez déjà ressenti une forme d'autocensure ou constaté que d'autres étudiants n'osaient plus prendre la parole? Au niveau personnel, j'ai jamais, on va dire, pratiqué l'autocensure parce que j'ai jamais eu honte ni peur de dire ce que je pense et je dis toujours ce que je pense. J'en ai jamais eu peur en fait parce que je trouve que c'est juste dommage de se cacher parce qu'au final, la base de l'humain, enfin notre premier truc quand on va vers les gens, c'est notre parole en fait au final. Et donc autocensurer notre personne, moi je trouve ça un peu vraiment dommage. Mais j'ai déjà remarqué que plusieurs étudiants n'osaient pas dire ce qu'ils pensaient par peur d'être juste au final censurés, dénigrés, harcelés, enfin tous les mots négatifs. Donc voilà. Moi, c'est un peu pareil que Shana. J'ai jamais eu honte d'assumer mes idées, ce que je pensais. C'est plus chez les autres. Et j'ai même des amis qui osaient pas assumer leurs idées ou dire qu'ils pensaient plus comme ça, qu'ils étaient plus de tel côté ou tel côté, justement par peur de s'embrouiller, même de perdre leurs amis. Et je trouve ça vraiment ultra dommage parce que c'est pas ça qui est censé définir l'amitié qu'on a avec les gens. Ouais. Et même, pareil, il y a des gens à nos événements avant au CLULB, des gens qui disaient, mais en fait, genre, ce que vous faites, c'est cool, mais moi, ça sert un peu à rien que je rejoigne le cercle ou la FEL ou l'organisation parce que mes amis, ils sont pas trop là-dedans, ils pensent pas trop comme ça, et voilà. Et ça, c'est un peu bête. Après, je peux comprendre parce que, évidemment, chacun sa sensibilité, chacun fait ce qu'il veut, hein, au final. Mais c'est un peu triste de pas vouloir assumer ce qu'on pense par peur d'être mal vu. Et c'est ce climat-là qui est instauré de se dire, OK, si je pense comme ça, je sais que je vais me prendre des réflexions, que je reçois des messages sur les réseaux, des gens qui disent «Ah oui, t'es comme ça», alors que pas du tout, et c'est ça qui est vraiment hyper dommage. Après, c'est pas obligatoire d'assumer ce qu'on pense. Enfin, il y a personne qui va vous forcer à assumer ce que vous pensez. Mais c'est vraiment dommage de s'autocensurer par peur de représailles, alors que de toute manière, quoi que vous fassiez, dans tous les cas, que vous soyez de gauche, de droite, de centre, peu importe, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Donc au final, finissez par assumer ce que vous dites et vous verrez, ça ira vraiment mieux, quoi. On ne va pas revenir sur le wokisme, pour ça on renvoie à l'épisode avec Corentin de Sales qui a été réalisé il y a quelques mois. Mais les mots woke et anti-woke apparaissent souvent pour qualifier un camp ou l'autre. Est-ce que selon vous, ces étiquettes empêchent parfois de discuter au fond en réduisant l'interlocuteur à un camp? Oui, mais déjà, je pense qu'il faudrait revenir à qu'est-ce que ça veut dire d'être woke ou anti-woke, parce que c'est un mot qui est hyper utilisé, qui est hyper fréquent, et je pense qu'au final, les gens ne savent même pas ce que c'est. Ils disent c'est être de gauche ou être de droite, mais c'est bien plus que ça, à mon sens. C'est bien plus large, oui. Oui, et je pense que ça met fortement des gens dans des cases, de dire ok, toi, donc tu penses un peu comme ça, donc t'es woke. Tu penses un peu comme ça, donc t'es anti-woke. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il faudrait pas s'arrêter à ça, et je pense que c'est ultra dommage justement d'utiliser ce genre de terme pour définir quelqu'un, parce que quelqu'un est déjà plus qu'un mot et plus que ce genre de qualificatif.
Et je pense qu'il faudrait déjà le redéfinir le terme et pas se l'approprier pour tout et n'importe quoi. Oui, moi je suis totalement d'accord. En fait, on finit par discuter sur la forme du propos et non le fond. On finit par qualifier une personne de woke ou d'anti-woke parce qu'elle a des idées potentiellement trop progressistes pour l'interlocuteur en face. Sauf qu'au final, comme l'a dit Julie, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez même ce que vous êtes en train de dire? C'est important de comprendre ce qu'on dit parce que les mots ont un poids, les mots ont une signification. Donc c'est important de comprendre même ce qu'on est en train de dire et pas qualifier l'interlocuteur de woke ou d'anti-woke ou de peu importe ce que vous avez envie de le qualifier, sans comprendre réellement l'impact en fait que ça a. Et on voit aussi que la recherche absolue du respect et de l'inclusivité entraîne parfois une tension avec la liberté d'exprimer des opinions différentes. Pour vous, est-ce possible de gérer cette tension? Moi, je pense que oui, mais il faudrait que justement, quand on parle de respect et d'inclusivité, il faudrait que tout le monde soit respectueux et que tout le monde soit inclusif. Et ça, c'est quelque chose qui me fait assez rire, c'est que justement, souvent, c'est la gauche qui se prône la plus inclusive à bien des niveaux et sur plein de sujets, et tant mieux, c'est très bien. Mais il faudrait qu'elle le soit avec les autres et avec les gens qui ne pensent pas forcément comme elle pense. Et ça, je pense que c'est très difficile pour certains, notamment à l'ULB, qui sont assez fermés justement à la diversité au final. Quand c'est un sujet qui touche au contraire de ce que eux pensent, c'est très difficile d'avoir un dialogue avec eux. Et le respect des opinions, en tout cas à l'ULB et sur les campus, je trouve qu'il est difficilement atteignable. Et oui, on pourrait gérer cette tension, mais alors il faudrait qu'il y ait une équité entre tout le monde et que tout le monde se dise ok, tu penses pas comme moi, mais je vais t'écouter. Et dans ce cas-là, on pourrait résoudre ce genre de problème, mais pour le moment, c'est pas le cas. Ah, c'est ça, parce qu'à l'ULB, par exemple, on a quelque chose qui regroupe tous les cercles culturels et politiques, on va dire, même si l'AIC se dit apolitique. En gros, en fait, la plupart des cercles sont axés ouais, à gauche, ou alors il y a des cercles qui sont juste neutres. Mais en fait, ils se disent super inclusifs, etc. Soit, mais n'oubliez pas que nous aussi, on est inclusifs, en fait. Et nous, même si, en vrai... Enfin, je veux pas faire de différence entre le « eux » et le « nous », parce que je trouve ça hyper malsain. Mais en soi... Je trouve que nous, on est quand même plus inclusifs, on écoute quand même les idées, on est toujours ouvert au dialogue et on a essayé maintes et maintes fois de maintenir ce dialogue. Sauf que de l'autre côté, en fait, ils sont inclusifs avec tout le monde, sauf quand ça touche aux idées contraires à eux. Et je trouve que c'est tellement dommage de penser ainsi que au final, on finit juste par tous se renfermer sur nous-mêmes et on reste entre nous, alors que la base en fait de l'humain ou même de l'UNIF, c'est l'échange. Et justement, si je peux rebondir là-dessus, cette organisation-là, donc on est tous les cercles culturels, politico-culturels, on va dire, de l'ULB, et souvent ils font signer des chartes, ils font signer des cartes blanches qui touchent justement aux sujets d'actualité, comme le Minerval et tout ça. Et très souvent, on est les seuls en désaccord, ou même pas totalement en désaccord, mais on est les seuls à se dire, mais en fait, nous, on est intéressés parce qu'on est politisés. Évidemment, vu qu'on est souvent étudiant en droit, en sciences politiques, donc on est politisés. On est les seuls à se dire, il faudrait peut-être réfléchir, il faudrait lire ce que cette charte propose et en discuter. Alors qu'évidemment, quand il y a d'autres cercles de cette organisation-là qui sont moins politisés, moins intéressés par ce qui se passe en politique, ils la co-signent directement. Et du coup, ça nous fait passer vraiment pour les méchants qui disent toujours non et qui veulent pas s'aligner sur les autres, toujours le camp adverse, alors qu'au final, ce qu'on demande, c'est juste du dialogue avec eux et de pouvoir même participer à la création de ce genre de carte blanche et tout ça. Et c'est un peu dommage de voir que autant de cercles se rangent juste derrière le non AIC ou se rangent juste derrière le fait de se dire bah moi ça m'intéresse pas trop donc je vais la co-signer parce que c'est bien vu de la co-signer et voilà. Je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin que ça et accepter les divergences d'opinion sur ce qui peut être écrit, quoi. Alors, vous avez probablement toutes les deux déjà vécu des situations de tension dans vos cercles étudiants, que ce soit des arrachages d'affiches, des insultes, voire des pressions envoyées en message privé. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'un ou l'autre épisode marquant? Moi, j'en ai plein, hein. C'est triste de dire ça, mais j'en ai C'est plein. horrible de dire ça. Ça commence il y a déjà... c'était il y a 3 ans, je pense. On avait voulu organiser un pré-télé. Donc, ceux qui sont à l'ULB, vous allez connaître. C'est un peu les préfabs des cercles folklore qu'on a sur le campus. Un peu la guindaille. On s'est dit, on va passer une fête soirée, sortir un peu de ce cadre politique tout le temps sérieux et tout ça qu'on prend d'habitude. Et donc, on arrive à notre pré-TD et on n'est pas beaucoup. Bon, en vrai, normal, on n'est pas non plus 4000 membres à l'ULB. Voilà, tout le monde se connaît un peu. Et c'est quand même bizarre, on a loué le plus gros préfab de tous les préfabs. C'est une grosse soirée en préfab, il n'y a personne chez nous. Alors que les gens ne sont pas forcément au courant de qui organise quoi. Enfin, voilà. Et en fait, on apprend pendant la soirée qu'il y a quelqu'un d'un autre cercle, qui du coup était de gauche, qui était à l'AIC à l'époque, qui avait tourné le mot en disant les fachos organisent un préfab, allez pas chez eux. Et ça, c'est vraiment... Et ça a tourné, donc le mot a tourné vraiment dans quasiment tous les cercles. Et ça a été dit, il y a pas mal de gens qui étaient sur place. Et nous, on ne comprenait pas. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment, premier degré, hyper mal au cœur
de me dire que, en fait, déjà, facho, définis le terme avant de l'utiliser. Vraiment. Genre, va revoir la définition dans le dictionnaire, je pense que tu changeras vite d'avis. Et même, à quel moment, enfin, on est dans un esprit de gain d'œil, de fête, de se rencontrer, de parler avec les gens, de boire un coup tous ensemble, de s'amuser. Et il y a des choses comme ça qui arrivent. Enfin, C'est toujours nous qui allons ouvrir le dialogue et jamais eux, au final. oui, On c'est se dit ça, qu'on- mais on abandonne, mais là, c'était pas le but d'ouvrir un dialogue avec des gens. Le but c'est était ça. juste de s'amuser entre nous et avec des gens qui pouvaient venir, qu'ils étaient de gauche, de droite, membres, pas membres. C'était pas notre souci à ce moment-là. Apparemment, c'était le leur. Donc, il y avait ça. Il y a eu, l'année passée, on a organisé, non, il y a 2 ans, la conférence avec Sophie Wilmès, bon, quand même ancienne première ministre. Maintenant, elle est à l'Europe. Personnage super intéressant pour la politique en Belgique. On a fait des affiches. Il faut savoir que les affiches, ça a un coût financier, mais aussi a un coût, bon, je vais dire humain, c'est pas vraiment ça le terme, mais il y a des gens qui créent ces affiches, qui prennent du temps à les monter, à les designer, à aller les imprimer. Ça a un coût pour nous aussi, et ça nous prend du temps. Et on les a, du coup, affichés dans certains bâtiments de l'ULB. On est repassé 1 heure après. J'étais à la poubelle et je me dis, mais juste parce que il y a un petit triangle avec le logo du CLULB dessus. Enfin, désolé, on parle quand même de Sophie Wilmès. C'est un personnage super intéressant pour tout le monde, que ce soit pour la gauche, la droite, le centre, pour tout le monde. Et parce qu'il y a un mini triangle en bas de l'affiche, elle n'a pas le droit d'être là. C'est vraiment un manque de respect. Et c'est ça que on a réagi par la suite avec le cercle. On a dit, mais que vous ne soyez pas d'accord avec ce qu'on dit ou ce qu'on prône, il n'y a pas de souci. Mais respectez le travail des gens. Nous, on n'est pas d'accord avec vos conférences non plus sur les sujets voilà, qui sont parfois assez limites. On va pas les déchirer vos affiches dans les bâtiments. Il y a même un groupe sur Facebook où quelqu'un s'est pris en photo avec une de nos affiches en train de la déchirer, fièrement, en se disant voilà, maintenant rentrez chez vous, les droitards. Enfin, dans quel monde on vit? On a 20 ans, on est étudiant, on est en bac 3 et on n'est même pas capable de s'ouvrir aux gens et on fait des trucs comme ça. Moi, ça me dépasse. J'ai encore plein d'exemples, mais je vais te laisser en donner d'autres. Mais moi, c'est encore un exemple avec des affiches, mais je sais pas si j'ai le droit de citer le nom du cercle qui les a arrachées, parce que du coup, je le sais. Tu peux peut-être éviter de citer, et puis si jamais, on verra. On est d'accord. Mais alors, en gros, on avait fait des affiches pour, je sais plus, c'était quel événement exactement. C'était soit un drink, soit une conférence, quelque chose ainsi. Du coup, on avait collé nos affiches, surtout dans le bâtiment F, parce qu'il y a un grand mur où on peut tous coller nos affiches. Et en fait, il y a du coup un cercle qui avait collé ses affiches par-dessus les nôtres. Mais enfin, littéralement juste par-dessus, alors que le mur est quand même immense. Et en fait, c'est revenu du coup à mes oreilles et je suis allée voir une des personnes qui était concernée, enfin qui était du coup qui gérait le cercle au final, qui est quand même vachement investie dans ce cercle-là et je lui ai dit écoute, vraiment j'y suis pas du tout allée dans un esprit de allez je vais me battre avec toi, mais juste en mode enfin un minimum de respect quand même. Est-ce que tu peux dire aux gens qui collent les affiches pour ton cercle de pas les coller par-dessus les nôtres ou par-dessus ceux d'un autre cercle au final? C'est juste une question de respect au final. Si la date est déjà passée, à la limite, ça me dérange pas. Mais l'événement est, je sais pas moi, dans 3 jours, tu colles pas ton affiche par-dessus la nôtre, juste par prétexte que tu nous aimes pas. Nous, on colle pas nos affiches par-dessus les vôtres, et on les arrache pas non plus. On vient toujours... Enfin, pour le coup, j'étais vraiment dans une optique de discussion avec la personne. Elle m'a dit oui, il y a pas de souci. Mais bon, on voit ce que ça donne encore aujourd'hui, où les cercles arrachent toujours nos affiches, ou les décollent. Bon, le seul événement, je sais pas, ça a tenu plus d'une semaine. Les affiches étaient toujours collées au F. C'était le dernier événement qu'on a fait il y a pas longtemps, c'était la conférence. Quel effet ça fait, justement, en tant qu'étudiante engagée, de réaliser que votre liberté d'expression dépend parfois de l'opinion majoritaire? Est-ce qu'il y a un impact sur les activités que vous organisez? En tout cas, on voit bien que c'est le cas, vu l'arrachage des affiches, mais est-ce qu'il y a autre chose qui va plus loin que ça? Ça, je suis pas sûre. Honnêtement, je pense que les gens qui sont quand même intéressés par la conférence vont venir à la conférence. S'ils la voient passer, heureusement, on a les réseaux sociaux qui, ça au moins, ne veut pas les arracher, quoi, des murs. Mais oui, il y a une prépondérance de la gauche à l'ULB, ce qui fait que c'est toujours plus dur d'organiser un événement. Bon, plus dur. On le fait comme on l'a toujours fait et de la même manière qu'à chaque fois. Mais c'est vrai que faire sa place, c'est beaucoup plus compliqué. Et justement, je pense qu'à cause de cette prépondérance de gauche, bon, on va pas se mentir, il y a plein de gens à l'ULB qui en ont juste rien à faire, qui s'intéressent pas à la politique. Et ça, il y a plein de domaines d'études différents, donc ça, il y a aucun souci. Mais il y a quand même une minorité qui est très bruyante à l'ULB, enfin, surtout la gauche, voire ce que je vais appeler quand même l'extrême gauche, pour certains cercles et certaines personnes. Et c'est dur là-dedans de se dire, bah non, on va faire un événement en petite personne de droite, on va essayer de faire une conférence au milieu de tout l'amas d'événements de la gauche qui pourraient tomber le même jour ou pas.
Après ça, je ne pense pas que ça ait réellement un impact sur le nombre de personnes qui viennent à la conférence ou à l'événement. Je pense juste que justement, comme les gens se disent, moi, je pense un peu comme eux, mais j'ai pas trop envie que ça se sache, bah, je veux pas trop y aller. Et ça, je pense qu'il y en a, et c'est assez triste. Mais au final, je suis pas certaine que ça ait un impact si énorme sur l'organisation des événements. Au niveau personnel, comme j'ai dit, tout à l'heure, mon opinion, elle ne dépend pas de la majorité ou même de la minorité, elle dépend juste de moi et si j'ai envie de l'exprimer, alors je le ferai. Il y a rien ni personne qui va m'empêcher d'exprimer une opinion. Enfin, je veux dire, c'est juste normal de pouvoir s'exprimer librement. On a tous une bouche, une langue, enfin, on s'exprime tous, comme on doit le faire et il y a rien ni personne qui va pouvoir nous empêcher de nous exprimer et comme l'a dit Julie, ceux qui ont envie de venir aux événements viendront aux événements. On va pas courir après les gens pour qu'ils viennent à nos événements. On va pas essayer de convaincre les gens qui sont déjà hyper convaincus de ne pas nous aimer enfin, de venir à nos événements, mais au moins juste s'informer sur qui on est. Vouloir ouvrir le dialogue avec nous, c'est déjà un grand pas et je trouve que ça pourrait déjà ouvrir une voie de un peu conciliation, parce qu'au final, on est tous des êtres humains, en plus d'avoir tellement de particularités différentes et en plus d'appartenir à différents groupes politiques ou pas, on est tous des êtres humains au final. Et que répondez-vous à ceux qui justifient l'arrachage d'affiches ou la censure au nom du safe space, juste parce qu'ils n'ont pas la même opinion que vous? Je peux être un peu rude ou pas? Non, en vrai, je pense que c'est un peu bête, très honnêtement. Je pense qu'une safe space, c'est censé inclure tout le monde, justement, et que la safe space ne se fait qu'entre eux, et que nous, on est en dehors de cet C'est le safe espace-là, et space. qu'on essaie de graviter autour et d'y rentrer comme on peut, mais on n'y arrive pas trop pour le moment. Et je pense que les gens qui justifient leurs actions par ça ne comprennent même pas ce qu'ils défendent, ne comprennent même pas ce que nous, on défend, ne vont pas chercher plus loin que ce qui leur est dit. Et je trouve que c'est vraiment, je ne vais pas dire une attaque à la démocratie directement, mais la pluralité, enfin, c'est hyper important, encore plus sur les campus. La diversité, c'est censé être une des valeurs les plus fondamentales des universités en Belgique et surtout de l'ULB. Et je pense que les fausses accusations dont on est victime, on va dire, comme le fait de se faire traiter de nazi, de fasciste, ouvertement de raciste, alors que on n'a jamais parlé ensemble. Donc tu ne sais pas ce que je pense. Bon, si je pensais ça, je pense que j'aurais pas beaucoup d'amis non plus, que je serais pas Ça se là. saurait. Voilà, ça se saurait. Et de se dire, de se faire éjecter vraiment de l'espace de dialogue à cause de fausses accusations comme ça, et à cause de gens qui ne comprennent même pas ce que leurs accusations veulent dire en réalité. Ou c'est juste qu'ils défendent tout court, en fait. Oui, c'est ça. Il y a tellement de gens qui suivent juste une parole ou qui vont même pas chercher à la critiquer ou à, comme je disais tout à l'heure, à développer un esprit critique, fait que au final, on est très vite mis dans une case de eux, les libéraux, c'est des droitards, donc ils sont racistes, ils sont nazis, ils sont fascistes, ils sont ça, ils sont ça, ils sont ça, ils sont ça. Et au final, quand tu entends ça, moi, je les comprends. Je me dis, mais si ce cercle-là, il y a vraiment des gens dedans qui pensent comme ça, bah, il faut pas les inclure. Ça, je peux encore comprendre, mais c'est absolument pas le cas. Et encore une fois, c'est des gens qui prennent pas le temps de dialoguer, de parler avec nous. Je suis certaine que si les gens qui pensent ça parlent 30 secondes avec n'importe quelle personne du cercle ou de la FEL ou n'importe qui des libéraux, ils changeraient très vite d'avis. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on n'a même pas le droit à la parole dans ce cercle-là et dans cet espace-là. Et ça nous porte tellement préjudice et c'est tellement dommage. C'est vrai, mais il y a eu des fois où on a même dû changer de lieu de conférence. Du coup, moi, j'étais dans un autre cercle avant aussi. Enfin, j'ai fait les deux, mais avant, j'étais à l'UEJB, du coup. Et il y a eu des fois où on a dû juste changer de lieu. Enfin, l'UEJB fait aussi partie de l'AIC, c'est pour ça que j'en parle, mais où on a dû changer de lieu de conférence ou d'endroit parce qu'en fait, il y avait juste une manifestation à côté de nous, en fait. Et en fait, enfin, on n'a juste pas envie de se faire taxer de quoi que ce soit, alors qu'on a littéralement rien à voir avec ça. Je sais pas, c'est une conférence, une pièce de théâtre, qu'est-ce que tu veux nous traiter de fasciste, de nazi, de raciste, de tout ce que tu veux, alors qu'on fait juste une pièce de théâtre, enfin, à un moment donné, je sais pas, faut être quand même sacrément ravagé pour penser ce genre de choses. Et à tous les gens qui arrachent nos affiches, en fait, ça sert littéralement à rien. C'est juste, pardon, c'est juste débile de le faire. Et ça ne nous fera pas du tout faiblir, en fait. Bien au contraire, on va continuer à montrer qu'on est présent, on va continuer à montrer qu'on est là, que ça va pas nous faire changer d'avis, que heureusement vous pouvez pas arracher nos réseaux sociaux parce que c'est le seul truc, on va dire, qui est permanent et pour autant, vous nous ferez pas taire, en fait. Enfin, nous, on n'essaye pas de vous faire taire, donc vous nous ferez pas taire pour autant. Et est-ce qu'on peut concilier un vrai safe space avec un vrai débat d'idées?
À l'ULB, pour l'instant, je pense pas que ce soit envisageable, hein. Si les gens ne changent pas un minimum de mentalité ou qu'on ne renouvelle pas totalement l'institution qu'est l'AIC et qui est quand même indéniable, je pense pas que pour l'instant ce soit possible. Comme l'a dit Julie, c'est un safe space avec eux sans nous. Bah, comment veux-tu faire un safe space où juste tu exclus des gens? Pas un safe space, à la limite que tu exclus des gens qui soient vraiment accusés de racisme, d'homophobie, d'antisémitisme ou même juste d'avoir non, c'est pas juste mais d'avoir commis une agression sexuelle ou un viol ou peu importe, à la limite, je comprends que tu les exclus, c'est même normal. Mais chez nous, il y a pas de personnes. Enfin, on les garde pas dans ce cas-là. Il y en a pas chez nous. Vous pouvez même faire un inventaire, une purge si vous voulez. Il y en a pas chez nous. Moi, je pense qu'on pourrait, mais encore une fois, il faudrait intégrer à cette safe space et à ce débat des idées qui sont pas extrêmes. Et ça vaut pour les deux côtés. Nous, à l'ULB, on se fait passer pour les extrêmes parce qu'on est le seul cercle et la seule idéologie un peu plus à droite. Donc, on regroupe plusieurs catégories de personnes qui ne vont pas jusqu'à l'extrême droite non plus. Sinon, en tout cas, ces gens-là, si un jour ils ont des propos un petit peu trop à droite, ils se sont fait littéralement virer du cercle et exclure de la fédération parce qu'on n'est pas à l'extrême droite. Et ça, je pense que les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Vu qu'on est le seul cercle qui représente cet axe-là, très vite, les gens se disent « Oui, mais il y a de tout chez eux. Il y a aussi des gros racistes, des gros fascistes. » Alors que pas du tout. Comme Shana l'a dit, vraiment, si vous voulez, venez voir par vous-même de vos propres yeux. Ces gens-là ne sont pas dans nos cercles. Et on fera pas genre devant vous non plus. Hein. On fera pas genre qu'on est quelque chose. Hein, c'est grave de devoir se justifier à ce point-là, mais je pense que ça vaudrait des deux côtés. Et très honnêtement, je pense qu'il y a plus de prépondérance d'extrême gauche à l'ULB que d'extrême droite. Il n'y a même pas d'extrême droite à l'ULB, même si beaucoup essaient de le faire croire. Et évidemment, comme il y a une prépondérance de cercles de gauche, je ne vais pas dire qu'ils se couvrent un peu tous entre eux, mais c'est beaucoup plus compliqué pour nous, en étant seuls, entre guillemets, de venir se mettre là-dedans et de dire, mais en fait, regardez chez vous. Avant de regarder chez les autres, regardez ce qui se passe chez vous. Parce que exclure quelqu'un pour ses idées, ça, c'est extrême. Et c'est pas nous qui le faisons, c'est eux. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, on peut dialoguer, on peut parler. Il faudrait qu'on parle tous, il faudrait qu'on débatte tous ensemble, qu'il y ait un espace où on peut tous se rencontrer, discuter. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord regarder ce qui se passe chez eux et se dire, mais en fait, peut-être que là, il y a un vrai souci. Je sais pas. Faut balayer devant sa porte avant de balayer chez les autres. Ouais. Et ça, c'est compliqué à l'ULB. Exactement. Et pour revenir sur ce que tu disais, Julie, sur le fait que des étudiants qui se considéreraient comme d'extrême droite ne seraient pas admis au cercle, en tant que vice-présidente, toutes les deux, comment est-ce que vous gérez les tensions internes avec vos membres ou notamment ceux qui font partie de vos comités et sur les limites de ce qui peut être dit et ce qui peut être admis comme valeur? Déjà, ce qui peut être dit et admis, c'est ce qui reste pour nous dans le cadre du libéralisme, donc de la liberté. Il y a une phrase qui est très connue, que j'aime beaucoup, c'est « ta liberté s'arrête où commence celle de l'autre ». Et ça, c'est un principe qu'on applique et qui me tient vraiment à cœur, c'est de se dire, heureusement, nous, on n'a pas eu vraiment de cas comme ça à gérer, parce qu'encore une fois, je pense que même les gens qui sont un peu plus à droite que nous sont même pas forcément intéressés par ce que nous, on fait. Donc, en tout cas, sous ma présidence et pendant que j'étais pendant 3 ans au CELULB, on a peut-être eu un cas un petit peu trop extrême, et encore, c'était même pas extrême droite, c'est juste des propos qui étaient dérangeants pour nous à plusieurs niveaux. La première fois qu'on a entendu des plaintes à ce niveau-là, on allait parler à la personne, on a vu qu'il n'y avait pas de remise en question, on l'a viré. C'est pas parce qu'on est libéraux et qu'on est le seul cercle de droite qu'on va s'ouvrir à toutes les pensées qui ne sont pas à gauche, bien sûrement pas. Et quand ça déborde des limites et que ça devient inacceptable, c'est un peu comme au niveau national. Le cordon sanitaire existe aussi, pour moi, devrait exister aussi à l'université, dans le sens où les extrêmes ne devraient pas être admis d'un côté ni de l'autre. Et nous, on essaie de veiller à ce que, en tout cas, les extrêmes du côté plus à droite ne soient pas admis et ne puissent pas, en tout cas dans notre cercle, parce qu'on ne peut pas les empêcher de parler non plus. C'est leur vie et c'est leur parole. Mais ces gens-là n'ont rien à faire dans notre cercle et dans notre fédération. Et c'est un principe qu'on tient à appliquer. Si je ne me trompe pas, actuellement au CEL, je crois qu'on n'a pas eu de souci de devoir gérer quelqu'un qui a tenu des propos extrêmes, etc. Si la personne le tient dans le cadre privé, parce qu'il y a quand même une différence, si elle le tient dans un cadre privé, je ne sais pas, devant ses amis qui ne font pas partie du cercle ou quoi, et à ce moment-là, malheureusement, on ne sait pas intervenir. Mais si elle le dit dans le cadre public, genre je ne sais pas si on est en train de faire un bureau politique par exemple, et qu'elle tient un propos ainsi, d'office, il va y avoir des sanctions derrière. Mais au niveau du CEL, actuellement, en tout cas, sauf erreur de ma part, on n'a pas eu à gérer ce genre de comportement ni de propos pour l'instant. Et avez-vous le sentiment que les réseaux sociaux créent un climat de pression presque permanente où chaque prise de position peut être immédiatement commentée ou déformée?
Alors, les réseaux sociaux sont un amplificateur de visibilité, ça c'est indéniable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le seul truc qui nous reste pour montrer notre visibilité sur les campus, parce qu'on ne peut pas arracher nos réseaux sociaux. Mais de l'autre côté, en fait, ils amplifient tout. Les gens extrapolent énormément, extrapolent ce qu'ils veulent. Les tournures de phrases que certaines prises de position peuvent avoir, de la FEL ou juste prise de position tout court, ça peut être tourné d'une autre manière ou instrumentalisé. On instrumentalise énormément ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et en fait, elles sont tournées juste à l'avantage de plusieurs groupes. Elles utilisent ça pour dire totalement l'inverse de ce qu'on a envie de véhiculer comme message. Et je trouve ça extrêmement dommage. Pourtant, ce qui est écrit dans les prises de position, il n'y a rien d'extrême dedans. Enfin, j'ai envie de dire... Moi, je pense que la réelle différence entre les réseaux sociaux et la vie réelle, c'est que sur les réseaux, il n'y a pas de débat directement et qu'il y a tellement de désinformation aujourd'hui, comme Shana a dit. Il y a énormément de gens qui reprennent les propos d'autres gens, qui les déforment et qui en font un scandale, alors que si on reprend les propos de base et qu'on lit la phrase en entier, parce que ça aussi, ça paraît compliqué pour certains de lire les phrases en entier Ouais. avant de les commenter, il n'y aurait pas tout ça. Et je pense que les réseaux amplifient tellement ce sentiment de j'ai une mission qui est d'aller voir ce qui se passe et de ok, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et les gens se sentent, jugent eux-mêmes de dire ok, ce que lui a dit c'est pas bien, donc j'ai relayé l'info, pardon, de dire ce qu'il a dit là c'est inacceptable, de reprendre le propos, de le modifier, de le mettre en story, de le repartager, repartager et de déformer. Et au fur et à mesure que les gens le repartagent, ça se redéforme encore un peu plus. Ça fait Et un il y a des téléphone réactions. arabe au final. Sans... Oui, c'est ça. Et encore une fois, ces gens, pour moi, n'ont pas vraiment d'esprit critique, il n'y a pas de recherche. Même ce qu'on peut aller lire comme bêtises sur certains comptes Instagram qui sont politisés, alors que si on se penche et qu'on se penche réellement sur la question, qu'on va juste taper sur Internet décret tatata ou même politique tatata, on a très exactement ce qu'elle veut dire, ce qu'il y a dans son contenu, et on se rend compte que c'est absolument pas ce qu'il dit sur les réseaux. Et encore une fois, c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment les gens à faire de la recherche, à aller voir et à aller vérifier les informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il y a tellement de désinformations, tellement d'infos qui sont fausses, qui sont déformées et qui créent des réactions injustifiées, qui sont tellement énormes par rapport à la cause ou à ce qui est dit de base. Donc ouais, les réseaux sociaux, pour ça, c'est assez dangereux. En même temps, c'est bien, parce que ça permet d'être au courant de tout très vite et de plein de choses qu'on pourrait peut-être pas savoir par rapport à aller sur les journaux ou voilà. Donc c'est très bien, mais c'est un côté très vicieux aussi de se dire, mais en fait, on y voit tellement de choses, qu'est-ce qui est vrai? Et les gens devraient avoir plus ce mécanisme de se dire, je vais aller vérifier, je vais aller voir avant de repartager, avant de me dire, bah non, c'est pas bien en fait, ou ok, c'est super, renseignez-vous. Mais on voit bien que les réseaux sociaux, ça encourage les réactions ultra rapides. Et pour moi, cette immédiateté, ça a presque pour conséquence, enfin même pas presque, ça a pour conséquence de nuire à la possibilité de nuancer ses propos. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais parfois j'ai l'impression que ça découle sur une surveillance idéologique presque. Si on n'est Ben, pas d'accord avec l'étiquette politique collée au-dessus d'un propos, bah tout de suite ça va entraîner énormément de réactions, alors que si on lit un petit peu plus en étant plus concentré, bah on se rend compte que ce qui est écrit est pas forcément mauvais. Combien de fois les PP prises de position de la FEL, même du CEL, ont été reprises en story quasiment à chaque fois. Et on sait très bien que dès qu'on va sortir quelque chose, ça va être repris par telle personne sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, les commentaires. Et on le sait et on est préparé à ça. Et si les gens ont des choses à dire qui sont constructives, tant mieux, on prend. Parce que le but de ce qu'on fait, c'est quand même d'être ouvert à la critique. On n'est pas là pour imposer une vision unique. On n'est pas là pour dire ce qu'on dit, c'est la vérité et il n'y en a pas d'autre. S'il y a une critique constructive à prendre en compte, on la prendra. Mais juste d'oser. En fait, les réseaux sociaux, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça devient un peu un moyen de déverser sa haine sans pour autant montrer sa face au final. Parce qu'on peut écrire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais en fait, vous n'êtes pas inatteignable en fait, derrière les écrans. Vous n'êtes pas invincible derrière vos écrans. Tout le harcèlement qui arrive sur les réseaux, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau du CEL, par exemple. L'année passée, on avait un peu plus de visibilité, on va dire, mais maintenant, on ressent un peu la différence entre, je sais pas, le nombre de j'aime, etc. Genre, par exemple, on peut avoir 1500 partages vus sur la publication, mais pour autant, on a, je sais pas, 100 j'aime. En fait, ça donne de la visibilité de le partager, c'est vrai. Mais de l'autre côté, on voit un peu qu'il y a un boycott des idées contraires aux autres, et c'est vraiment dommage parce qu'au final les réseaux sociaux deviennent juste un moyen de déverser sa haine et pas faire quelque chose de constructif, et c'est hyper nuisible et hyper nocif de faire ça, c'est super malsain surtout. Et avec toute cette vague de haine que vous prenez parfois sur les réseaux, qu'est-ce qui vous motive encore à organiser des événements, à débattre, à publier des prises de position? En fait, je pense que ce qui nous motive vraiment à continuer à écrire, à continuer à défendre nos valeurs, etc., c'est parce qu'on croit vraiment en ce qu'on dit. On croit au projet, on croit au libéralisme, par exemple. On croit vraiment en la liberté. On croit vraiment dans ce qu'on fait, et je pense que c'est ça qui nous encourage vraiment à le faire.
Moi, en tout cas, je parle à mon niveau, je ne connais pas les opinions des autres et je ne parlerai pas à leur place. Mais moi, c'est parce que j'y crois que le projet, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Et puis surtout, le fait de se dire que derrière, on a des gens qui nous critiquent. Au final, nous, ça nous fait pas faiblir, ça nous encourage à continuer parce que on veut juste montrer la vérité et la vérité, parfois, elle dérange vraiment. Et en vrai, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et guys, la vérité, elle arrive toujours. Et en fait, nous, on essaye juste de montrer nos vrais visages. Enfin, on fait pas genre de montrer ce qu'on dit, d'écrire ce qu'on écrit. On essaye vraiment juste de partager nos idées de manière neutre, normale, on va dire. Et c'est pas pour autant qu'on doit se faire lyncher et ça nous encouragera toujours à continuer. Moi, c'est un peu comme Shana, ce qui m'a encouragée à continuer, c'est vraiment la croyance en la démocratie, en fait, tout simplement, en le système et en mes opinions. Et encore une fois, si on me prouve par A plus B que ce que je dis ou que ce que je peux penser, c'est pas juste, si c'est constructif, si c'est vrai et qu'on peut avoir un débat là-dessus, j'ai aucun problème à accepter les autres visions. Je pense que la société, justement, elle est tellement polarisée à ce niveau-là. En Belgique, on a un pays de coalition et tant mieux parce qu'il faut plein de points de vue différents. Il faut un apport de... Allez, on apprend des autres. Donc évidemment qu'il faut écouter les autres et il faut pas se dire bah mon opinion c'est la bonne, c'est la seule qui est ok et c'est tout. C'est pas ça. Et je pense aussi allez, pour être très honnête, le coup des affiches, ça m'a vraiment mis un petit bad parce que je me suis dit pendant un quart de seconde mais pourquoi on fait ça en fait? C'est au final, c'est pour tout le temps se faire, pas lyncher sur les réseaux parce qu'on n'est pas non plus à ce point-là, mais tout le temps sur les réseaux, à chaque fois qu'on poste un truc, c'est des critiques en dessous. C'est en mode ouais, vous êtes ainsi, vous êtes comme ça. Et en fait, ça devient, bon, pas du cyberharcèlement parce que je pense que c'est des gens qui vivent ça tellement, tellement, tellement plus que nous que je peux pas parler de ça, mais ça devient dur en fait même de lire tous les commentaires, de se dire mais en fait pourquoi je fais ça, pourquoi je fais subir ça à mon comité et aux gens avec qui je suis, parce qu'au final, c'est du travail que nous, on se donne, c'est du temps qu'on investit qui est juste critiqué à mort et pour aucune raison. Donc j'ai eu un petit moment de bad en me disant, mais qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi je continuerais? Pourquoi faire? Et au final, je me dis, mais en fait, faut pas que je me laisse abattre par ça. Justement, c'est ce qu'ils cherchent, ces gens-là. Et il faut leur montrer que nous, au moins, on est solide sur nos appuis, que nous, on est concret, que ce qu'on dit, on le pense et qu'on est cohérent dans nos propos, ce qui n'est pas souvent le cas de certaines autres personnes. Et je pense aussi que, évidemment, dû à nos études, allez, on est en Sciences Po, on est d'office politisé, on est intéressé par ça. Moi, j'ai commencé le CEL parce que j'étais en sciences politiques et j'avais une super amie qui m'en a parlé. Je me suis dit, bah, ça se rapproche un peu de mes opinions, je vais voir un peu ce que c'est. Et ça m'a intéressée. Et je pense que justement, c'est bien dans nos études de faire partie de ce genre de mouvement parce que ça nous permet aussi de confronter nos idées et de se dire, mais je pense comme ça, peut-être qu'en découvrant vraiment ce que c'est, bah, je changerai d'avis. Mais ça a été un peu compliqué à un moment. Maintenant, je pense qu'on est sur une pente un peu ascendante. Donc c'est bien, ça donne un peu de courage pour la suite. Mais justement, comment rester ouverte au dialogue et au débat quand on se sent attaquée ou incomprise? C'est compliqué. Honnêtement, moi, je vais parler très personnellement. Je suis arrivée à l'ULB en une optique de me dire, mais en fait, moi, je suis ouverte à tout. Tant que tu nous as un avis constructif en face, je vais l'écouter, on va débattre et on peut en parler, il n'y a aucun problème. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est la JAN, donc la journée d'accueil des nouveaux étudiants de l'ULB il y a 2 ans, ou il y a 3 ans quand j'étais présidente, enfin avec mon autre coprésidente, on se baladait un peu dans les stands. Donc à la JAN, il y a tous les cercles qui ont des stands, les folklore et les culturels. Et on se balade un peu dans la JAN de stand en stand. Et là, on arrive dans ce que j'ai appelé à l'époque de façon très humoristique l'allée rouge. Donc il y avait tout ce qui était jeunes socialistes, anticapitalistes, la Gémeaux, enfin tous les cercles qui sont plus axés à gauche. Et on arrive là avec Mathéa, du coup, qui était ma coprésidente à l'époque. Et du coup, ils sont là avec leurs flyers, c'est tout. Moi, je me dis, bah, let's go, on va pouvoir discuter, parler avec eux, débattre un peu, ça va être sympa, naïvement. Là, on me tend un flyer, c'est les anticapitalistes, ou je sais plus qui c'était à l'époque. Et elle me dit, ah, vous nous connaissez un peu et tout. Je dis, oui, bah, nous, on est au CELULB, donc on parle ici, on connaît un peu vos cercles, on sait un peu ce que vous faites. Et là, elle me retire le flyer des mains, elle me l'arrache des mains, elle dit, mais voilà, rien à se dire alors. Et ça, vraiment, et elle a tourné les talons, elle est partie, et je me suis dit, mais c'est ça l'ULB. Donc c'est ça, l'Université libre de Bruxelles, le lieu, normalement, où on est censé être ouvert à tous les débats, bon, pas tous, mais voilà, dans le limite du respectable. On est censé être ouvert aux gens, au débat, parler avec les gens, et on se prend des murs tout le temps. C'est assez compliqué, en fait, après, de garder un esprit ouvert à ça, parce qu'on se prend tellement de murs qu'au final, on se dit, mais en fait, même nous, au final, pourquoi on irait parler avec eux? On sait qu'ils nous aiment pas, on sait qu'ils vont pas nous écouter. Donc, j'ai développé, moi, je pense, pas une angoisse, c'est pas du tout à ce point-là, mais juste me dire, mais en fait, ça sert à rien, au final, de parler avec ces gens. Et je m'en veux de penser comme ça parfois parce que je me dis, mais ça me fait passer pour la même chose qu'eux et je veux pas être comme eux. Et c'est assez triste, mais quand on se prend mur sur mur sur mur, bah, au final, on se dit, bah, ça sert à quoi?
Ouais, c'est exactement ça. Genre, je prends l'exemple de la Jeanne de l'année passée, toujours les Jeannes au final. Mais l'année passée, pour le coup, on était du coup à notre stand. Et en fait, tous les ans, systématiquement, on est à côté du cercle marxiste. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? On ne sait pas, mais en fait, on est juste à côté du cercle marxiste. Et de l'autre côté, il y avait, bon, à ce moment-là, c'était l'université populaire qu'il y avait l'année passée au stand. Et en fait, ils sont juste venus nous trouver, nous parler. Et on a commencé un peu un débat sur tout et rien. Et en fait, leurs arguments, ils reposaient sur, en fait, ce que eux, ils sont, pas sur ce qu'ils veulent faire passer. Parce qu'il y a un truc qui m'a un peu marqué comme phrase, c'est qu'elle a dit, oui, mais moi, je suis non blanche, je suis racisée, et je sais pas quoi, pour faire valoir son argument. Et moi, j'étais là en mode, enfin, ok, d'accord, mais moi, l'argument que je suis blanche, blonde, que pourtant je viens du Moyen-Orient, de tout ce que tu veux, enfin, pour autant, c'est pas un argument que je vais utiliser pour faire valoir mon avis. Et en fait, on s'est juste fait insulter, mais on s'est fait vraiment incendier. C'était encore dans le temps où il y avait le conflit, du coup, mais on s'est fait insulter de sale facho, de raciste, de génocidaire. J'ai jamais pris une telle déferlante de haine en face-to-face avec quelqu'un. Alors que jamais de la vie entière, j'aurais dit à la personne en face: «Ouais, mais de toute façon, tu raciste, du coup, tes arguments, ils valent rien». Bah non, enfin, ça me fait presque bégayer de dire ça, c'est horrible. Enfin, je veux dire, à aucun moment est-ce qu'on justifie quoi que ce soit par, «Non, mais de toute façon, tes arguments, ils valent pas». Et je trouve qu'un truc qu'on utilise énormément, c'est des phrases que j'ai lues maintes et maintes fois, du coup, des personnes avec qui je débattais, c'était en mode: «Mais de toute façon, tu n'es pas ça, donc tu ne peux pas en parler». J'étais là en mode: enfin, comment ça en fait? C'est un exemple, par exemple, j'en sais rien moi, on parlait de, je sais pas moi, un truc de genre racisme anti-blanc ou alors c'était quelque chose en mode, je crois un truc sur l'antisémitisme ou je sais pas quoi, ils étaient là en mode: «Oui mais de toute façon» non, sur le féminisme, voilà, sur le féminisme. Et il y avait des hommes, qui enfin des gens qui juste défendaient, leur truc, mais c'était des hommes, pour le coup, ils étaient là en mode: «De toute façon, tu pas une femme, tu peux pas, débattre là-dessus, tu peux pas t'exprimer dessus, tu peux pas comprendre». OK, certes, ce n'est pas une femme, il peut pas spécialement comprendre, exactement la souffrance que les femmes peuvent ressentir à certains points de leur vie, mais c'est pas pour autant qu'ils sont moins légitimes à exprimer leur opinion. Je trouve ça, vraiment juste aberrant de silencier quelqu'un ou de faire taire quelqu'un, sous prétexte qu'il n'est pas ce que vous aurez aimé qu'il soit. J'ai toujours pas C'est compris. surtout hyper incohérent par rapport à toutes leurs prises de position. Oui, vous vous dites inclusif, mais quand c'est nous, il y a plus Bah, personne, surtout hein. que c'est des gens qui prennent position sur tous les conflits. Bon, à part le Soudan, apparemment, ça, voilà, un peu oublié. Mais Beaucoup qui plus prennent de conflits, ouais. tellement de position sur tous les conflits qui se passent dans le monde. Mais alors, ton argument de tu n'es pas ainsi, donc tu ne peux pas parler, pour eux, ne s'applique pas. Vu qu'à mon avis, tous les gens qui. Et c'est bien, et tant mieux, il faut informer, il faut prendre position, il faut en parler, il faut s'informer, il faut expliquer aux gens. Mais alors, si tu n'es pas de telle nationalité ou de telle appartenance qui est part au conflit, pourquoi tu t'exprimes? Et si on en revient à ça, le débat est fini. C'est ça, Et il enfin, je faut veux pas en dire, arriver à ça. Donc, juste, moi, ce qui me dérange le plus avec ça, c'est l'incohérence. Quand c'est les autres, ah non. Quand c'est nous, on peut parler. Et là, il n'y a aucun problème. oui, c'est comme, je voudrais juste souligner aussi une incohérence, c'est en fait les gens qui se disent de gauche dans les pays occidentaux, pour le coup. En Belgique, par exemple, c'est arrivé tellement de fois où ils me disent: «Oui, moi je vote PS» et cetera. Dans leur pays, enfin dans leur pays, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais genre, par exemple, je sais pas, c'est, des Belges, Dans leur mais pays d'origine. ouais, dans leur pays d'origine, on va dire, genre, c'est des Belges, mais avec, je sais pas, une origine algérienne, turque, et cetera. Ils me disent: «Moi, dans mon pays, je vote Erdogan». Enfin, trouvez-moi la cohérence, s'il vous plaît. En Belgique, vous votez à gauche et dans votre pays d'origine, vous votez extrême droite. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer votre cohérence? Parce que vous dites que moi, je suis d'extrême droite, alors que pour autant, je partage pas du tout les idées que partage Erdogan et pourtant vous votez pour lui. Je sais pas, enfin, pour moi, c'est juste une énorme incohérence. Et je dis pas à des personnes qui sont de gauche ou quoi, je fais pas une généralité, mais c'est un vrai cas qui est arrivé où la personne dit: «Moi, je suis de gauche, je vote, PS, PTB», enfin, peu importe les partis de gauche, quoi. Et dans mon pays d'origine, c'est-à-dire en Turquie, je vote pour Erdogan. Je suis tellement en mode: Qu'est-ce que tu veux répondre à ça?» Et on voit que tout ça, ça se passe au sein des universités. Est-ce que vous croyez qu'elles en font assez pour garantir la liberté d'expression? Tellement pas. Justement, nous, après l'affaire Wilmès, là, les affiches arrachées, on a été voir le vice-recteur aux affaires étudiantes. Donc, on lui a envoyé un mail avec la FEL, parce on est passé par la FEL en se disant on aura plus de poids pour avoir un rendez-vous. Donc, on l'a eu, le rendez-vous. On leur a expliqué que les affiches, c'était pas la seule chose. C'est que c'était le point un peu de non-retour. On se disait là, il faut qu'on en parle. Et ils se sont dit oui,
Bon, il était hyper à l'écoute, ça c'est très bien, hein, tant mieux. Mais ça nous a promis des réunions avec les cercles de gauche, ça nous a promis des dialogues, ça nous a promis des sanctions. Alors, soit je me suis pas du tout assez informée, soit il y a absolument rien qui a changé à ce niveau-là. Et c'est ça qui est triste, c'est de se dire, le rectorat, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à gérer qu'on n'imagine pas, et je remets pas la faute sur eux, c'est pas leur faute à la base, mais à un moment donné, quand on gère une université, encore plus l'ULB, encore une fois, Université libre de Bruxelles, on est quand même censé défendre la liberté d'expression et défendre le fait que les gens puissent juste dialoguer, parler, et pas se faire censurer comme nous, on s'est fait censurer. Et pour peu, j'ai l'impression que ça leur passe au-dessus. Alors oui, ils ont peut-être autre chose à faire comme rénover le Janson pour 12 millions d'euros, certes. Mais à ce moment-là, je pense qu'il y a des priorités universitaires qui touchent à tout ce qui est rénovation, enfin, tout ça. Il y a beaucoup de priorités différentes, mais instaurer un climat d'entente et de respect, ça doit en rester une aussi de priorité. Et pour moi, c'est pas le cas. Et nous, on est un peu, justement, quand je disais qu'on était seuls tout à l'heure, c'est seul à tous les niveaux. Parce que on envoie des mails au rectorat, jamais de réponse. Donc on est vraiment seul à gérer ça. Et on va pas, nous, commencer à aller se plaindre à la rectrice ou à n'importe quel autre professeur ou à la gestion de l'ULB en disant « Ah oui, mais nos affiches ont été arrachées. Ah oui, mais nan, nan. » On n'est pas comme ça parce que on va pas se réduire à se faire passer pour des victimes, à dire ça nous arrive. Voilà, on n'est pas comme ça et on le fera pas. Mais il y a une inaction qui est quasiment totale de la part du corps universitaire. À ce niveau-là, je sais même pas quelle piste de solution eux pourraient avoir. Mais trouvez-en, s'il vous plaît. Oui, moi je suis totalement d'accord. L'université n'en fait pas assez. Et c'est pas en envoyant des petits mails et faire des campagnes colorées sur les campus. Ici, on s'insulte pas. Ici, on ne discrimine pas. C'est pas comme ça qu'on va, en mettant des grosses affiches. Ici, on tolère. Oui, soyez tolérants avec tout le monde alors. Et deuxièmement, c'est pas en. Oui, non, c'est pas. Ok, oui, vous avez plein de priorités, effectivement, mais la sécurité des étudiants, c'est quand même la priorité numéro 1 ou numéro 2. Hein, je tiens à le préciser quand même. C'est que, à défaut d'avoir des infrastructures qui tiennent la route, il faudrait quand même avoir des étudiants qui tiennent la route. Et la santé mentale des étudiants, c'est quand même un sujet extrêmement important. Et on ne devrait pas se faire taxer de tout ce que vous voulez, juste parce qu'on défend des idées qui sont totalement différentes aux vôtres. Ou encore, il y a des sujets où on arrive à tenir entente, et quand finalement vous vous rendez compte que vous avez la même idée que nous, vous êtes là en mode, vous sortez un argument totalement... Enfin, j'ai même pas de mots pour qualifier, c'est... Ouais, mais de toute façon, vous êtes de droite. Ah bah, super, ouais, super argumentaire. Et donc, non, l'université n'en fait toujours pas assez. Et je vais prendre mon cas personnel pour le coup. C'est que moi, il m'est arrivé du coup, et j'en parle pas souvent, mais il m'est arrivé du coup, ma première année de bac 1, de subir énormément d'antisémitisme vis-à-vis de ce qui se passait au Moyen-Orient du coup. Et je suis en aucun cas responsable de ce qui se passe au Moyen-Orient. Hein, prouvez-moi le contraire si vous le pensez, mais je ne suis en aucun cas responsable de ce qui s'y passe, de ce qui s'y passait, enfin peu importe. Il y a juste une déferlante de haine sur les réseaux, et comme je l'ai dit, l'effet de masse sur les réseaux, c'est une réelle chose. On se cache derrière un écran en pensant qu'on peut dire ce qu'on veut, mais vous n'êtes pas invincible derrière votre écran, mais juste des menaces d'agression physique, d'intimidation, de tout ce que vous voulez, juste parce qu'on n'est pas d'accord avec vous ou que parce qu'on appartient à un certain groupe. En fait, au final, l'université fait rien pour nous protéger, parce que je suis allée voir le vice-recteur, et oui, effectivement, pendant une semaine, j'ai eu quelque chose sur le campus. Je ne dirai pas quoi, évidemment, pour préserver ma sécurité, mais j'ai quand même eu quelque chose sur le campus, mais ça n'a pas duré non plus l'éternité, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, sur le campus, il n'y a plus rien du tout pour nous protéger. C'est pas ici, on harcèle personne c'est pas avec ça qu'on va refaire le monde. Hein. Il a quand même fallu attendre. Je me souviens, c'était aussi à l'époque où il y avait l'occupation du bâtiment B et tout ça. Il a fallu attendre une agression physique qui se voyait sur le visage de la personne qui était en train de saigner pour enfin avoir une réaction du rectorat. C'est complètement what the fuck de se dire, mais en fait, à quel moment vous intervenez seulement quand il se passe ça? Oui, vraiment, enfin, je veux dire, faut pas attendre qu'un étudiant se fasse poignarder sur votre campus pour réagir, hein, de quelque bord que ce soit, hein, encore, je tiens à préciser. Mais je me souviens d'un événement, ça m'avait marqué. On sortait d'assemblée générale pour le sel. Du coup, je rentrais au sel et je venais de me faire élire au sel. On sort et du coup, c'était littéralement vraiment 2 semaines après l'occupation du bâtiment B. Enfin, le commencement de l'occupation du bâtiment B qui a quand même duré à peu près 7 mois. On sortait de là et en fait, il y a 3 personnes que j'ai vues qui sont dans ma promo avec moi, que j'ai reconnues et qui m'ont vue. Et elles ont juste commencé à applaudir. Mais en fait, ce signe, c'est pas juste taper dans ses mains pour dire ouais, ok, genre on tape dans tes mains comme ça. C'est vraiment juste pour dire qu'il y a une entité qui vient de marcher à côté de vous, genre. Et parce que j'étais avec les libéraux, qui sûrement les gens vous connaissent aussi un minimum,
J'étais avec ces gens-là, en fait, juste, les gens, il y a un signal et je m'en souviens parce qu'il y a eu des têtes qui se sont tournées vers nous pour nous regarder et en fait, c'est juste je me sentais super mal à l'aise à ce moment-là et je me dis: «Purée, mais en fait» déjà de 1, je me disais: «Dans quoi est-ce que je me suis embarquée?» et deuxièmement, je me suis dit: «C'est quand même totalement délirant de se dire que, il y a des gens, en fait, ils veulent juste notre, enfin notre mort, on va dire», parce que c'est une menace d'agression, physique et de mort, que j'ai reçue donc c'était très, très chouette. Enfin, c'est juste horrible, mais pour autant, ça ne nous fera pas, faiblir, sur notre présence sur le campus. Mais à l'université, vous en faites toujours pas assez et je pense qu'on ne cessera jamais de le dire. Et si vous pouviez donner un conseil aux étudiants qui n'osent plus s'exprimer, ça serait quoi? Parce que quand on voit qu'on en arrive à recevoir, des menaces où on se rend compte que des gens veulent notre peau, c'est presque ça en tout cas pour ton cas, Chana. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces étudiants-là? Bah, ça va être un peu bête, mais continuez. Mmh. En fait, continuez de croire, en vos idées et il faut pas succomber à la pression d'une minorité bruyante parce que malgré tout ce qu'on peut dire là, les gens qui sont réellement investis, en tout cas à l'ULB et dans la politique, qui sont politisés, ça reste une très grosse minorité par rapport à tous les étudiants qui sont sur le campus de l'ULB et encore plus une minorité dans les étudiants qui s'intéressent à la politique. Juste oui, ils font beaucoup de bruit, ils sont très présents. Je sais pas comment ils font leurs études d'ailleurs, mais ils sont très, 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 très présents tout le temps et tant mieux en soi si c'est comme ça qu'eux ont la visibilité et que ça marche, c'est tant mieux pour eux en soi. Mais il faut pas s'arrêter à ça et oui, évidemment, de se dire: «Bah, j'ai pas envie de me prendre des bâches sur les réseaux ou de me faire insulter». Je peux comprendre, mais il faut se rappeler quand même que défendre ses idées, c'est super important et il faut aussi se rappeler que des idées qu'on défend, en tout cas nous en tant que libéraux, c'est pas des idées extrêmes, c'est pas des idées qui font mal à la société, c'est pas des idées, complètement, hors Fun. respect, hors contexte. C'est des idées qui il y a liberté. Enfin, on parle quand même de liberté, on arrive à se faire insulter de raciste, de fasciste parce qu'on défend la liberté. Et ça, c'est un conseil même pour tout le monde, les gens de gauche, les gens de droite, les gens du centre. Faut pas généraliser. C'est pas parce qu'il y a un mouton noir dans telle association, telle organisation, tel parti, parce qu'on peut en trouver à gauche, au centre, à droite, des moutons noirs, on peut en trouver partout. C'est pas parce qu'il y a une personne qui a dit quelque chose qui n'a pas été accepté par la majorité et qui n'a sûrement pas été accepté par son propre parti, son propre camp, que tout le monde est comme ça. On sait très bien que nous, on fait l'amalgame souvent avec le MR de se dire, bah, libéraux, donc MR. Non, Mmh. déjà la FEL est apartisane, donc on n'est pas le MR. Sinon, on serait les jeunes MR, ce qui n'est pas le cas. Et il faut arrêter de croire qu'en fait, une personne a la main mise sur les idées et la parole de toutes les autres. Parce que je pense que ça fait partie aussi du pourquoi on se prend autant de haine. Et il faut arrêter de penser que bah, 1 plus 1 égale 1, en fait. Il faut pas se dire, en fait, ils sont comme ça, donc ils sont comme ça, ou avec telle personne, donc voilà. C'est pas ça, c'est beaucoup trop réducteur et il faut penser beaucoup plus large, s'ouvrir aux autres et même à ceux qui ont du mal le plus à exprimer leurs opinions. Parlez-en, que vous soyez de gauche, encore une fois, gauche, de droite, du centre. Nous, on est là pour ça. Si en tant que libéraux, vous vous sentez un peu mal dans votre peau, entre guillemets, ce qu'on peut comprendre à l'ULB, que vous osez pas ou que vous avez envie de parler de vos opinions à quelqu'un qui peut les comprendre, on est là pour ça. Je pense que à gauche, les socialistes ou même le Comac est là pour ça aussi, pour les gens qui ont plus des idées de gauche. N'hésitez pas à en parler et à en faire part, même à vos amis, à en discuter. Nous, on est là aussi. Si jamais vous vous sentez mal par rapport à ça, on est là pour vous rassurer déjà, je pense, et pour en discuter avec vous, pour en parler. Et voilà. Donc, continuez de croire en vos idées. Moi, un conseil, c'est, enfin, c'est comme l'a dit Julie, continuez à vous exprimer. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort, hein, on l'a remarqué, je me suis pas tue et pour autant, ça m'a potentiellement rendue, plus forte que ce que je n'étais en première année et Dieu sait que j'ai beaucoup changé. Vous êtes même bien plus fort que ce que vous pensez et vous êtes même bien plus que vos idées. Vous êtes une personne à part entière et vos idées, c'est juste une partie de vous. Au final, il faut continuer à penser ce que vous pensez, il faut continuer à débattre, il faut continuer à faire vivre la liberté d'expression sur les campus ou même juste ailleurs. La parole est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever, même en essayant. Et en fait, ça vous rend juste plus fort de continuer à parler. Et en fait, ça fait que décrédibiliser l'opposition que d'essayer de vous faire taire sans y arriver. Si ils voient, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils se nourrissent de votre faiblesse. Et si vous ne leur montrez pas que vous êtes faible, ce que vous n'êtes pas, si on continue à montrer qu'on est fort, qu'on est toujours là, au final, ça fait juste décrédibiliser les autres que de continuer à être ce qu'on est. Donc vraiment, continuez à vous exprimer, ouvrez votre bouche et exprimez-vous. C'est vraiment le seul truc qu'on ne pourra jamais vous enlever. Et on va conclure par ici. Selon vous, pourquoi le désaccord est-il essentiel dans une démocratie? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'apprendre des autres, c'est le plus important. On est dans une démocratie, en tout cas en Belgique, de coalition, et le désaccord, il est essentiel pour construire un avis qui est pertinent. Allez, la pluralité d'opinions, c'est ce qui fait fonctionner, en tout cas à mon sens, les politiques. On ne pourra jamais construire une politique sur un avis unique.
Ou alors, il faut que l'avis soit vraiment très éclairé. Sur n'importe quelle politique qui a été adoptée par le gouvernement ou les anciens, ou même depuis la création de la Belgique, il n'y a pas eu une seule vision. Il n'y a pas eu une solution miracle d'une personne qui veut dire c'est ça qu'il faut faire. Ça a toujours été un dialogue, ça a toujours été un débat. Et il faut continuer comme ça parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on devient pertinent, cohérent, plus performant. C'est en échangeant les idées avec les gens, c'est en les confrontant et en se remettant en question. Aussi de dire, mais en fait, lui, ce qu'il dit, il pense pas comme moi, mais c'est quand même pas bête. Donc pourquoi moi, je changerais pas un peu mon idée pour aller plus vers la sienne et inversement. Et ce inversement est très important. Ça doit être dans tous les sens, dans les deux sens, de la gauche à la droite, de la droite à la gauche, de partout, en fait, sur tout l'axe politique. Il faut que les gens parlent entre eux, il faut que les gens débattent, il faut que les gens discutent et que les gens s'ouvrent à ces discussions, que ce soit de n'importe quel côté. Parce que des gens fermés, il y en a à gauche, il y en a à droite. Et il faut que ces gens-là s'ouvrent, il faut que les gens recommencent à se faire confiance et que les gens comprennent qu'on a plus à s'apporter qu'autre chose. C'est vrai, moi je vais rebondir là-dessus en disant que le désaccord, en fait, il est juste essentiel en démocratie, puisque la base de l'être humain, c'est de se contredire. Le monde serait chiant si on était tous pareils, si on pensait tous la même chose. Et en fait, le consensus idéologique, comme le disait Julie, ça n'existe pas. Le consensus idéologique mondial ou même juste au sein d'un pays, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existerait jamais. On a un système basé sur des compromis, et les compromis sont potentiellement super importants, sauf quand ils bloquent un gouvernement. Mais les compromis, en Belgique en tout cas, sont super importants, dans le sens de pouvoir aller vers une politique où il y a plusieurs avis qui valent et plusieurs avis qui prévalent surtout. Faut pas se renfermer sur une seule idée parce qu'une seule idée, ça fera pas vivre la nation pour autant. Comme je disais et comme le disait Julie, il faut continuer à s'informer et à potentiellement, si on a envie, changer d'idée parce qu'on trouve que l'autre idée est potentiellement plus pertinente que la nôtre ou plus intéressante ou juste potentiellement parce que en fait, c'est juste normal de changer d'idée. Notre esprit critique change tout le temps et c'est juste super important de se remettre en question déjà d'abord et puis potentiellement pouvoir soit aussi transmettre ses idées et potentiellement faire changer la vie de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup les filles, ça a été un plaisir de vous recevoir pour ce 3e épisode axé sur les tensions entre liberté d'expression et safe space dans les milieux universitaires. À tous ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de la Fédération des étudiants libéraux et à nous donner votre avis. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode du Bluecast. Salut salut!